Et si je te disais que cette barre chocolatée que tu achètes depuis des années n'est plus la même, même si elle jure l'être? Que tes snacks préférés rétrécissent peu à peu alors que toi, tu ne le remarques même pas. Non, ce n'est pas ton imagination ni un tour de la nostalgie. C'est une stratégie réelle, silencieuse et très efficace, que les grandes marques ne veulent pas que tu découvres. Ça s'appelle la shrinkflation, et c'est comme de la magie noire dans le monde de l'alimentation. Le contenu disparaît, mais pas le prix. Toblerone, le chocolat qui a rétréci en silence. T'es-tu déjà senti trompé par une friandise que tu aimais autrefois? Pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que, soudainement, elle semble moins satisfaisant. C'est exactement ce que des milliers de fans du célèbre Toblerone ont ressenti en 2016, lorsque sans avertissement ni excuse publique, sa forme triangulaire si caractéristique a subi un changement subtil mais dévastateur. Une barre qui semblait inamovible dans son design suisse de montagne et de sommet est soudainement devenue victime d'un phénomène moderne avec un nom propre, la shrinkflation. La stratégie derrière ce mot composé, qui unit shrink, rétrécir, et inflation, inflation, est l'une des plus astucieuses dans le monde du marketing alimentaire. Il s'agit de réduire la quantité du produit tout en maintenant le prix, la taille de l'emballage et souvent même l'image de marque. Dans le cas de Toblerone, le changement était visuellement évident mais pas immédiat. Les consommateurs s'en sont rendus compte petit à petit. Il manquait de pics de chocolat et les espaces entre les triangles restants étaient beaucoup plus larges. Cela signifiait moins de grammes par barre, moins de chocolat par bouchée et plus de mécontentement par centimètre. Ce qui n'a pas changé, c'est le prix. Et c'est ce qui a le plus dérangé. La marque, propriété de Mondelez International, a tenté de justifier la décision en invoquant des augmentations des coûts de production. Mais tout le monde n'a pas cru à cette explication. En réalité, on a estimé qu'en réduisant le poids de leur barre de 400 grammes à 360 et de 170 à 150 grammes, ils économisaient des millions de dollars par an sans avoir besoin d'augmenter le prix de vente au public ni de toucher à leur chaîne de distribution. Gatorade. T'es-tu senti plus léger après avoir bu une bouteille de Gatorade? Peut-être que ce n'est pas seulement à cause de l'exercice. En 2022, quelque chose de curieux a commencé à se produire avec cette boisson sportive populaire. Les consommateurs les plus attentifs ont remarqué que, bien que les bouteilles semblaient identiques, elles ne paraissaient plus aussi pleines. Ce n'était pas une illusion. C'était la shrinkflation en action. Sans annonce préalable, PepsiCo, l'entreprise derrière Gatorade, a réduit le contenu de ses bouteilles de 32 onces à 28. Sans modifier le prix ni le design extérieur. Cette stratégie, subtile mais efficace, jouait avec la perception visuelle. Les nouvelles bouteilles étaient aussi hautes que les précédentes, mais avec une taille plus fine. Le nouveau design a été promu comme une innovation ergonomique, plus facile à tenir, selon les déclarations officielles. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que c'était aussi plus facile à payer, plus pour moins. Le prix par once a augmenté. Bien qu'à première vue, il semblait que tout restait pareil, ce qui est intéressant, c'est comment ce changement est initialement passé inaperçu pour beaucoup. Dans des supermarchés comme Walmart, tandis que les anciennes bouteilles de 32 onces étaient parfois en promotion à 1,66 $, les nouvelles de 28 onces se vendaient à 1,72 $. Une augmentation subtile, certes, mais multipliée par des millions d'unités vendues, cela devient une mine d'or pour l'entreprise. Métro. As-tu déjà pensé que tu mangeais un sandwich sur un tapis de yoga? Bien que cela puisse sembler exagéré, pendant des années, c'était littéralement ce qui se passait avec le pain de Subway. Pendant des décennies, cette chaîne de restauration rapide s'est vendue comme une option saine, une alternative propre face au monde gras des hamburgers et des frites. Son slogan, « Manger frais », a profondément résonné chez les consommateurs. Mais derrière le comptoir, il y avait des ingrédients que peu de gens connaissaient, ni ne voulaient connaître. L'un des plus controversés était l'azodicarbonamide, un composé chimique couramment utilisé pour donner de l'élasticité au plastique dans des produits comme les semelles de chaussures ou les tapis de yoga. Incroyablement, ce même produit chimique faisait partie de la recette du pain de Subway. La raison? Il permettait d'obtenir une texture plus consistante, plus douce et de maintenir la forme du pain plus longtemps.
une décision fonctionnelle. Oui. Mais loin de l'image saine que la marque projetait. En 2014, un blogueur de cuisine saine a lancé une campagne virale pour dénoncer cette pratique. Le mouvement a été si fort que Subway n'a eu d'autre choix que de répondre. Bien qu'ils aient affirmé qu'ils étaient déjà en train d'éliminer le produit chimique, la vérité est que le retrait complet n'a eu lieu qu'après la pression publique. Twinkies. Un petit gâteau peut-il survivre à une guerre mondiale, une faillite et une réforme totale, et rester le favori de tous? Si nous parlons des Twinkies, la réponse est oui, mais avec des conditions. Ce qui a commencé comme un gâteau moelleux rempli de crème à la saveur de banane en 1930 s'est transformé en quelque chose de complètement différent, bien que beaucoup ne le remarquent pas ou préfèrent ne pas le remarquer. L'histoire des Twinkies est un portrait parfait de la façon dont les aliments changent en silence pour survivre à la modernité, même si le goût se perd en chemin. À sa naissance, James Dewar a conçu les Twinkies comme un encas à bas coût pendant la Grande Dépression. La garniture originale avait une saveur de banane, mais en raison du rationnement du fruit pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été remplacée par une saveur de vanille qui, avec le temps, est devenue la norme. Mais c'est au début du XXIe siècle que le petit gâteau a vécu sa plus grande crise. En 2012, Hostess, l'entreprise qui les fabriquait, a fait faillite. Les dettes étaient insoutenables, les ventes s'effondraient et les Twinkies ont disparu des étagères. Pringles. Avez-vous déjà essayé de mettre la main dans une boîte de Pringles et senti que vous vous étiez transformé en géant? Vous n'êtes pas seul. Au fil des ans, ces chips emblématiques ont subi une transformation discrète mais significative qui va au-delà de la courbure parfaite de leur tranche. Derrière son ingénieux emballage cylindrique se cache une histoire de réduction progressive, justifiée par des excuses de production, mais ressentie par les consommateurs à chaque bouchée. En 2016, la marque a annoncé un changement dans le poids de ses boîtes. De 147 grammes, elles sont passées à 127. Bien que la forme de l'emballage soit restée la même, son contenu ne l'était pas. Les chips étaient plus fines, la quantité moindre et le prix inchangés. La raison officielle était que leur usine de production avait été transférée des États-Unis en Malaisie et que les nouvelles installations avaient des machines différentes nécessitant des ajustements de taille. À première vue, cela semblait être une explication raisonnable, mais pour les fans les plus fidèles, c'était une trahison déguisée. Cela nous amène à nous demander quand une modification technique devient-elle une stratégie commerciale? Si en plus de la taille, le goût et la texture changent, est-ce toujours le même produit? Pour de nombreux consommateurs australiens, par exemple, la réponse a été un non catégorique. Là-bas, les petites boîtes de Pringles ont été encore réduites. De 50 grammes à moins de 45. Et pire encore, le prix est resté à 5 $, créant l'un des rapports les plus élevés entre le coût et la quantité de snacks sur le marché. Nutella. Une pâte à tartiner peut-elle changer au point de devenir une version pâle d'elle-même sans que beaucoup ne le remarquent? Nutella. Ce pot irrésistible de cacao et de noisettes qui accompagne les petits déjeuners, les desserts et les envies nocturnes depuis 1964. A traversé une transformation qui suscite encore aujourd'hui des débats. Ce qui a commencé comme une délicatesse italienne basée sur la rareté du cacao pendant l'après-guerre est devenu une puissance mondiale du goût. Mais en 2017, quelque chose a été subtilement modifié, laissant beaucoup de gens perplexes. Ferrero, l'entreprise derrière Nutella, a décidé de modifier la recette sans l'annoncer publiquement. C'est le Centre de protection des consommateurs de Hambourg qui l'a détecté en premier. La teneur en lait écrémé en poudre est passée de 7,5% à 8,7%, tandis que le sucre est passé de 55,9% à 56,3%. La teneur en cacao, bien sûr, a été réduite. Le résultat fut un produit de couleur plus claire, de texture plus douce et d'une douceur plus intense. Pour certains, à peine une nuance. Pour d'autres, une profanation. Cela nous amène à une question plus large. Jusqu'à quel point un produit peut-il changer tout en restant le même? Ferrero a soutenu que le goût n'était pas affecté, que la variation était minimale et que la qualité restait garantie. Mais ceux qui ont grandi avec Nutella, qui connaissaient son profil gustatif en détail, n'étaient pas d'accord.
Ils affirmaient que le goût était plus essayant, que l'équilibre entre le cacao et la noisette avait disparu et qu'en essence, ce n'était plus la même Nutella qu'avant. Coca-Cola. Une marque aussi légendaire que Coca-Cola peut-elle se tromper au point de devoir faire marche arrière en un temps record? En 1985, l'impensable s'est produit. L'entreprise a décidé de modifier sa formule secrète et de lancer un nouveau produit, la nouvelle Coca-Cola. Ils avaient tellement confiance dans le changement qu'ils ont complètement remplacé la version originale. Le pari était grand et l'échec, encore plus. Il a suffi de seulement 87 jours pour que l'entreprise retire le produit des étagères, sous la pression d'une vague de plaintes rarement vue. Les consommateurs ne voulaient pas d'une Coca-Cola améliorée, ils voulaient la leur, celle de toujours. Le changement de recette n'a pas seulement altéré le goût, plus sucré, plus doux, mais a également éliminé l'identité d'une boisson qui était depuis plus d'un siècle un symbole de tradition. Dans une tentative de conquérir une génération plus jeune et de rivaliser avec PepsiCo, ils ont fini par émerveiller leur base la plus fidèle. L'expérience a été si désastreuse que des études académiques ont même été réalisées pour l'analyser comme un cas de marketing raté. Mais le plus intriguant fut ce qui est venu après. Certains experts pensent que la véritable raison derrière le changement était de dissimuler une transition encore plus controversée. Le remplacement du sucre de canne par du sirop de maïs à haute teneur en fructose, moins cher, mais aussi plus critiqué. Le changement de recette aurait servi à ce que le nouveau goût soit associé à une nouvelle formule et non au changement d'édulcorant. Un coup risqué qui n'a pas fonctionné comme prévu. Kraft, mac et cheese, un plat aussi simple que les macaronis au fromage. Peut-il cacher une transformation totale sans que personne ne le remarque? La réponse est un oui catégorique, et Kraft l'a démontré magistralement en 2016. Pendant des décennies, sa célèbre boîte bleue a été synonyme de confort, d'enfance, de déjeuner rapide et réconfortant. La saveur intense, ce ton orange radioactif et la texture crémeuse faisaient du mac and cheese un classique américain. Mais derrière cette formule gagnante se cachait une préoccupation croissante. Les colorants artificiels. La pression de la part des parents, des nutritionnistes et des défenseurs de l'alimentation saine a commencé à monter. L'utilisation de colorants comme le jaune 5 et le jaune 6, autorisés par la FDA mais interdits dans certains pays européens, suscitait plus d'inquiétude que de confiance. Alors Kraft a décidé de faire un changement. Ce qui est curieux, c'est la manière dont ils l'ont fait. Sans rien dire du tout. Dans une stratégie peu commune dans l'industrie alimentaire, Kraft a reformulé sa recette en éliminant les colorants et arômes artificiels. À la place, ils ont utilisé des ingrédients naturels comme le curcuma, le paprika et la chiotte pour maintenir la couleur caractéristique. Mais le véritable tour de force a été de voir si quelqu'un le remarquait. Et il ne l'a pas fait. Pendant des mois, des millions de boîtes ont été vendues sans que les consommateurs ne détectent de différence de goût, de couleur ou de texture. Ce fut l'une des expériences silencieuses les plus réussies de l'histoire moderne de l'alimentation industrielle. Cela nous amène à une réflexion intéressante. À quel point sommes-nous conditionnés par la perception? Si personne ne détecte un changement aussi radical, est-ce que cela importait vraiment? Kraft a utilisé cette expérience pour démontrer qu'il pouvait adapter son produit aux exigences d'un marché plus conscient, sans sacrifier les ventes ni l'acceptation. Et cela a fonctionné. L'année de la transition, ils ont vendu plus de 50 millions de boîtes avec la nouvelle formule. Nescafé. Une simple tasse de café peut-elle déclencher une révolution numérique de plate en quelques jours? Nescafé l'a découvert de la manière la plus amère en 2015, lorsqu'il a décidé de changer la formule de ses populaires sachets instantanés. Ce qui semblait être une simple amélioration de la texture et du goût a déclenché une tempête de commentaires négatifs, de critiques féroces et même de boycotts organisés sur les réseaux sociaux. Tout cela pour un café qui, selon des milliers de consommateurs, n'avait plus le goût de café. L'histoire a commencé lorsque Nescafé a lancé une nouvelle ligne appelée Café Menu, avec la promesse d'une expérience plus crémeuse, mousseuse et riche en saveurs. L'emballage était attrayant, les couleurs suggestives et la description tentante, mais il a suffi d'une gorgée pour que beaucoup remarquent que quelque chose n'allait pas. Le goût était plus sucré, la texture plus épaisse et l'essence du café absente. Immédiatement, les réseaux sociaux ont commencé à se remplir de plaintes.
la plupart s'accordaient à dire que le nouveau produit avait le goût de l'eau de vaisselle. Où était le café d'avant? La réponse se trouvait sur l'étiquette. La nouvelle formule contenait seulement 17,7% de café et 17% de lait en poudre, avec une liste d'additifs incluant des stabilisants, des arômes et des édulcorants artificiels. Ce qui était annoncé comme amélioré était, en réalité, une boisson moins chère à produire, conçue pour générer de la mousse avec moins de vrai café. Aération. Une biscuit peut-il rester le même quand tout ce qui le rendait inoubliable a changé? Oreo, ce biscuit qui a conquis les palais depuis 1912, a subi tant de modifications dans sa formule, sa taille et sa fabrication, que beaucoup assurent qu'il ne ressemble plus du tout à l'original. Bien que son image reste familière, ceux qui ont grandi avec son goût classique perçoivent que quelque chose ne va plus. Et ce n'est pas de la nostalgie. C'est une transformation silencieuse. Tout a commencé en 1997, lorsque Nabisco, la société qui produit Oreo, a décidé de retirer le saindoux de sa recette. Ils l'ont fait pour obtenir la certification cachère et élargir leur marché à de nouveaux publics. Pour y parvenir, ils ont investi plus de 150 000 $ pendant 3 ans et demi pour nettoyer complètement leurs fours et machines, s'assurant d'éliminer toute trace de graisse animale. Le saindoux a été remplacé par des graisses végétales et, par la suite, par des graisses trans. Ce changement a marqué le début d'une évolution plus profonde. Dans les années suivantes, Oreo a connu des variations notables de goût, de texture et de qualité. De nombreux consommateurs ont remarqué que la garniture n'était plus aussi crémeuse et que les biscuits avaient un goût moins grillé. Cela s'est intensifié lorsqu'une partie de la production a été déplacée des États-Unis vers le Mexique. Bien que l'entreprise ait nié que cela affectait la qualité, les fans les plus dévoués assuraient qu'ils pouvaient facilement distinguer les biscuits fabriqués dans chaque pays. Au McDonald's, un gâteau peut-il changer le cours d'une tradition? Lorsque McDonald's a modifié son classique chausson aux pommes en 2018, le monde entier ne s'est pas arrêté, mais des milliers de cœurs nostalgiques, si. Depuis 1968, le chausson aux pommes frites était l'un des emblèmes secrets de la chaîne, une délicieuse friandise chaude qui brûlait le palais, mais fondait l'âme. Tout a changé lorsqu'ils ont décidé de le rendre plus sain, en le cuisant au four au lieu de le frire. La nouvelle version, avec moins de sucre et moins d'ingrédients artificiels, a été présentée comme une amélioration. Mais pour ceux qui se souvenaient de ce croustillant doré et de ce cœur presque fondu de pommes étissées, le changement fut une déception. Le chausson cuit au four était plus sec, moins aromatique et pour beaucoup, tout simplement, moins excitant. Il ressemblait plus à un dessert générique de supermarché qu'à l'accompagnement emblématique de la boîte à bonheur. Mais la controverse ne s'est pas arrêtée là. Cette même année, McDonald's a été accusé d'avoir également réduit la taille de ses hamburgers. Pendant des années, les consommateurs affirmaient que le Big Mac n'était plus aussi grand qu'avant. La compagnie l'a nié à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'une comparaison visuelle entre les publicités anciennes et actuelles révèle la vérité. Le pain avait rétréci, de 11,5 cm. Il est passé à 10. Bien que le changement paraisse minime, il suffisait à altérer l'expérience, faisant déborder les ingrédients et laissant l'impression que le produit avait rétréci. Soda. Une boisson peut-elle perdre son âme citronnée pour échapper aux taxes? En 2017, Fanta, cette explosion pétillante d'orange que beaucoup d'entre nous associent aux étés, aux après-midi dans le parc et aux fêtes d'anniversaire, a été reformulée au Royaume-Uni en réponse à une nouvelle politique fiscale. Mais ce n'était pas seulement une question de chiffres. Le changement a affecté quelque chose de plus profond. Le goût. Tout a commencé avec l'introduction d'une taxe sur le sucre au Royaume-Uni, conçue pour réduire la consommation de boissons sucrées et combattre l'obésité infantile. Toute boisson dépassant un seuil spécifique de teneur en sucre devait payer plus de taxes par litre. Fanta, qui avait historiquement été l'une des plus sucrées du marché, a été l'une des premières touchées. La réponse de Coca-Cola Company a été rapide. Reformuler la boisson avant que la nouvelle loi n'entre en vigueur. Ils ont réduit la teneur en sucre de 33% et l'ont remplacée par des édulcorants artificiels comme l'acésulfame K et l'aspartame. Techniquement, Fanta respectait désormais la législation et l'entreprise évitait de payer des millions en taxes supplémentaires.
mais la boisson n'était plus la même. Porte-bonheur. Jusqu'à quel point peut-on changer un petit déjeuner sans que personne ne le remarque? Porte-bonheur. Cette céréale magique et colorée qui a nourri des générations d'enfance depuis 1964 a lentement changé, comme si elle faisait partie d'un tour de magie. Derrière ces cœurs roses, ces trèfles verts et ces étoiles oranges, se cache l'une des stratégies de modification de produits les plus intelligentes. Transformer constamment son contenu sans altérer son apparence essentielle. Pendant des décennies, General Mills, la société derrière Lucky Charms, a ajouté et retiré des guimauves. En 1975, les diamants bleus sont arrivés. En 1983, les fers à cheval violet ont été ajoutés. En 1989, les ballons rouges sont apparus, et ainsi de suite, chaque ajout ou suppression servait d'outil marketing qui relançait les ventes à chaque génération. Mais les changements n'étaient pas seulement esthétiques. En 2021, General Mills a réduit la taille du paquet familial de 19 onces à 18,1, tout en maintenant le prix. C'était un mouvement typique de shrinkflation, mais déguisé en redésigne. À première vue, les boîtes étaient plus hautes, ce qui donnait l'impression d'un contenu plus important, mais en vérifiant le poids net, la tromperie était évidente. Pizza Dorito. Une entreprise peut-elle renaître de ses cendres simplement en changeant la recette de son produit phare? Dorito Pizza, l'une des chaînes les plus reconnues au monde, a été pendant des années synonyme de livraison rapide, mais pas précisément de saveur. En fait, dans la première décennie du XXIe siècle, de nombreux consommateurs s'accordaient à dire que leur pizza avait le goût de carton. La critique la plus répétée était dévastatrice. Pâte sans âme, sauce aqueuse et fromage sans caractère. Le désastre était tel que même l'entreprise elle-même le reconnaissait publiquement. Et c'est là que commença la transformation la plus radicale de son histoire. En 2008, Dorito a fait face à la vérité. Les ventes étaient en baisse. Les avis étaient négatifs et la réputation de la marque était au plus bas. Mais, au lieu de se cacher, ils ont fait quelque chose de presque impensable. Ils ont accepté les critiques et se sont engagés à changer. Pendant 18 mois, l'équipe de développement de produits a travaillé sans relâche pour reformuler chaque composant de la pizza. Ils ont remplacé la pâte par une version plus savoureuse avec des bords croustillants. Ils ont amélioré la sauce avec plus de tomates et d'épices. Et ils ont remplacé le fromage par un de meilleure qualité, qui fondait vraiment comme il se doit. Taco Bell. Un simple changement de couleur dans la nourriture peut-il altérer la perception complète d'une marque? En 2015, Taco Bell a entrepris une rénovation interne qui a affecté presque tout son menu. La décision semblait noble. Éliminer les colorants et arômes artificiels en faveur d'ingrédients naturels. Mais ce qui a commencé comme une campagne pour la santé s'est terminé par une vague de réactions négatives de la part de ses consommateurs les plus fidèles. La transformation a été totale. 85% des ingrédients du menu ont été reformulés. La fameuse sauce au fromage pour nacho a perdu son taux orange brillant. Les chips rouges sont devenues pâles. La sauce ranch à l'avocat, autrefois vibrante, a pris un aspect plus terne. Bien que les saveurs aient également été ajustées, la première chose qui a frappé, c'était la vue. Cela ne se voyait plus de la même manière. Et quand quelque chose ne semble plus pareil, le cerveau commence à douter si cela aura aussi le même goût. Le changement n'a pas été improvisé. Taco Bell avait reçu de nombreuses critiques pour l'utilisation d'additifs synthétiques. Avec la demande croissante d'aliments propres et naturels, la chaîne a ressenti la pression de s'adapter aux nouvelles attentes du marché. Cependant, en éliminant les colorants comme le jaune 6 et le rouge 40, de nombreux consommateurs ont affirmé que leur plat préféré avait un goût différent, même si techniquement les ingrédients essentiels étaient les mêmes. Braillé, glace. Un dessert glacé peut-il vous laisser un goût amer? Braillé, l'une des marques les plus reconnues sur le marché des glaces, représentait autrefois la qualité, la simplicité et la tradition. Depuis 1866, leur slogan était clair. Lait, crème, sucre et vanille. Ingrédients simples, saveur pure. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. La glace braillée a commencé à se transformer en quelque chose de différent. Tellement différent que légalement,
dans certains cas, elle ne peut plus être appelée glace. La transformation a commencé discrètement au milieu des années 2000. Soudain, certains produits de Bréguet ont commencé à apparaître sur les étagères étiquetés comme desserts glacés. Un terme technique qui indique que le produit ne répond plus aux exigences minimales de matière grasse laitière pour être considéré comme de la glace. Aux États-Unis, ce chiffre est de 10%. Mais Bréguet, dans sa tentative de réduire les coûts et d'allonger la durée de conservation, a reformulé plusieurs de ses recettes pour n'inclure que 3 à 5% de matière grasse laitière, en plus d'une longue liste d'additifs. Ce qui était autrefois un dessert crémeux et naturel est devenu un mélange de sirop de maïs, de carragénane, de mono et diglycérides, d'arômes artificiels et de stabilisants. Et le plus frappant, c'est que, pour de nombreux consommateurs, le changement n'a pas été immédiat. L'emballage restait élégant, le logo inimitable et le goût, bien que légèrement différent, n'a pas suscité d'alarme. Jusqu'à ce qu'il commence à comparer. Corbel. Une soupe qui a aidé des générations à se remettre d'un rhume peut-elle perdre son essence en voulant être plus naturelle? Corbel, la marque emblématique de soupe en conserve, est présente dans les placards de millions de foyers depuis la fin du XIXe siècle. Sa soupe au poulet avec des nouilles est si reconnue qu'elle a été la vedette d'œuvres d'art, de publicités émouvantes et même de références dans des séries télévisées. Mais en 2015, quelque chose est arrivé à cette recette tant aimée. Dans son effort pour s'aligner sur les tendances alimentaires plus saines, Campbell a décidé de reformuler sa soupe au poulet avec des nouilles. Le plan était d'éliminer les ingrédients artificiels, les conservateurs, les arômes et autres additifs remis en question par les consommateurs modernes. Chewing-gum, Trident, Erwal. Quelque chose d'aussi petit qu'un chewing-gum peut-il renfermer une grande stratégie de réduction silencieuse? Les chewing-gums ont été pendant des décennies l'un des produits les plus fiables et constants dans les magasins de libre-service. Leur goût durable, leur taille pratique et leur promesse de fraîcheur en ont fait des alliés inséparables pour des millions de personnes. Cependant, ces dernières années, des marques comme Trident et Erwa vont commencer à changer sans le dire à haute voix. Ce qui a commencé comme un ajustement subtil est devenu une tendance mondiale. Réduction du nombre de pièces par paquet. Crème glacée, Tillamook et Klondike. Une glace peut-elle conserver sa renommée lorsqu'elle perd une partie de son volume et aussi de sa texture? Tillamook et Klondike, deux marques fortement présentes aux États-Unis, ont vécu des processus similaires mais par des chemins différents. Ce qui les unit, c'est une tendance partagée. Réduire ce qu'elles offrent sans modifier ce qu'elles facturent. Dans le cas de Tillamook, reconnu pour ses produits laitiers de haute qualité, la société a annoncé ouvertement en 2022 que ses emballages de glace passeraient de 1,75 pintes à 1,5. Ce qui était remarquable, c'est qu'ils l'ont fait sans se cacher. À travers un communiqué officiel, l'entreprise a expliqué que, pour maintenir la qualité de ses ingrédients face à l'augmentation des coûts mondiaux, elle devait réduire la quantité offerte. Dorito. Un triangle croustillant peut-il devenir le centre d'un scandale silencieux? Dorito, le snack qui a accompagné aussi bien des réunions informelles que des marathons de films, est passé d'un sac abondant de chips au goût explosif à devenir l'un des exemples les plus discutés de la shrinkflation moderne. Le plus frappant, c'est que beaucoup ne l'ont pas encore remarqué. Mais le changement est là, sac après sac. En 2022, Frito-Lay, la société mère de Dorito, a mis en œuvre une réduction du contenu net de sa présentation la plus classique. Il est passé de 9,75 onces à 9,25. À première vue, la différence semble minime, mais en termes pratiques, cela signifie que le consommateur reçoit 5 pièces de moins par sac. Mais en la versant dans un récipient, la vérité se révèle, le contenu est considérablement inférieur à celui des années précédentes.